Merci Pascal. Donc, nous avons la chance d'accueillir Henri Souchet, qui est le directeur recherche clinique France de GE Healthcare. Alors, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés en septembre 2022. C'était lors du lancement de l'appel à manifestation d'intérêt data, IA et parcours de santé, organisé par le comité stratégique de filière des industries et technologies de santé à Paris Santé Campus, pour présenter notre projet sur l'utilisation de la donnée de santé sur l'amélioration du parcours des personnes à risque d'être concernées par l'hépatite C, avec comme acteurs Health Data Hub, l'hôpital Cochin, l'Alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé. Il y avait le CHU de Bordeaux, AbbVie, les différents ministères de l'économie, de la santé, la DGOS aussi. Et finalement, malheureusement, ce projet a été interrompu. Avec la crise Covid et la possibilité de recontacter les patients, on était très optimistes. Mais voilà, on a eu ce retour de la sécurité sociale. Voilà, ce n'était pas envisageable. Donc, ce projet a malheureusement été interrompu. Mais voilà, ça a permis de faire des rencontres. Et donc, on a sollicité Henri aujourd'hui qui va nous parler des progrès en imagerie hépatique et de leur interprétation. Merci Henri. Merci Célie d'avoir introduit, parce qu'il y avait beaucoup de noms à rallonge dans cette rencontre. Voilà. Quand on fait une présentation, c'est important de connaître son auditoire. Je vous avoue que quand je suis venu, je ne savais pas trop à qui j'allais m'adresser. Et j'ai eu un peu de la surprise de rencontrer, on a eu d'éminents professeurs, on a des membres d'associations, donc on a dîné ensemble hier soir, et ça m'a permis un peu de faire connaissance, notamment avec les membres de l'association, et d'ajuster un petit peu le pitch que je vais faire aujourd'hui. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. C'est très nouveau pour moi ce type de rencontre. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je suis là et en quoi la perspective que je vais présenter, et je vais l'introduire avec cette micrographie de cellules de foie, en quoi ce changement de perspective est important pour les industriels, mais aussi pour les patients. Alors, pourquoi j'ai choisi cette photographie, cette micrographie? C'est de la microscopie électronique à transmission. En fait, j'ai fait ma thèse en microscopie électronique à transmission. Je l'ai trouvée magnifique. C'est une cellule de foie avec 2 noyaux, un truc un peu que je ne connaissais pas du tout. On dirait une toile de Miro. Et ça représente un foie. Voilà. Donc c'est une façon de voir le foie comme une autre. Je vais vous en présenter plein d'autres après, d'autres façons de voir le foie. C'est pas ce qu'on fait, hein. Là c'est purement artistique, si vous voulez, comme introduction. Mais c'est une façon d'introduire le pitch sur ces différentes perspectives. De même que la perspective par rapport au parcours. Vous traitez les parcours dans un détail au contact du patient. Moi, je vais vous parler de parcours à une échelle complètement différente. Donc voilà, pour introduire ce changement de perspective et ce changement d'échelle du parcours, je suis dans une entreprise globale qui travaille dans le monde entier sur des parcours. Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec nos parcours en France? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec nos parcours aux États-Unis? Ça fait partie des nombreuses questions que des industriels se posent et qui trouvent leurs réponses, je pense, plus sur le terrain que dans nos théories. Mais on va quand même regarder les théories dont il s'agit là. Il y a aussi derrière une fascination pour l'image, vous allez le voir, j'espère, au cours de cette présentation, si j'arrive à faire avancer les planches. Bon, écoutez, oui, il faut que j'appuie sur le bon bouton. Voilà. J'ai une représentation très schématique des parcours ici. Alors, ce sont des parcours, comme vous le voyez, qui s'étendent depuis la prévention jusqu'au suivi post-thérapeutique. Là où on a beaucoup parlé depuis 2 jours de la partie prévention-diagnostic. Donc, déjà, on n'est pas tout à fait sur la même échelle de délivrance de soins. J'ai essayé de représenter un peu tous les équipements qui servent dans cette chaîne de soins et pour vous montrer un petit peu ce dont il va s'agir là. Je vais faire une chose un petit peu iconoclaste. Plutôt que de partir de la prévention et d'aller vers le suivi, je vais partir de la thérapie et remonter vers le diagnostic et puis parler de prévention et de suivi. En fait, la raison pour ça, c'est que traditionnellement, les industriels, ils sont assez impliqués dans la partie thérapie, dans la partie diagnostic, en tout cas les industriels de l'image.
Et aujourd'hui, l'innovation et les politiques de santé, vous l'avez entendu précédemment, vont pousser beaucoup plus vers la prévention, et donc la prévention primaire, et puis la prévention tertiaire qui est dans le suivi post-thérapeutique. Voilà un petit peu le plan de cette présentation. Mais toutefois, avant d'aller sur les innovations médicales en elles-mêmes, je vais vous présenter les objectifs qui dépendent un peu de cette impulsion. Le contexte, vous le connaissez même au quotidien pour les soignants, mais aussi vous en tant que membre au contact des patients. C'est la réduction des dépenses de santé, l'attention sur les métiers aussi, et l'augmentation de la prévalence. Vous avez résumé tout ça, mais aussi l'introduction des nouveaux médicaments. Donc l'évolution des soins, vous avez parlé massivement des problèmes de formation, et on y reviendra juste après. Les enjeux pour les industriels et pour l'amélioration de cette prise en charge, c'est ceux qui sont listés là, donc performance des procédures, mais performance, il faut bien se comprendre. La performance, c'est pas trouver le petit truc que personne d'autre aurait trouvé, c'est la pertinence. C'est à quel moment je trouve les informations pertinentes pour la prise en charge. On a dit tout à l'heure, oui, j'ai trouvé quelque chose, mais si je ne sais rien en faire d'un point de vue thérapeutique, je n'ai pas bien avancé, j'ai inquiété le patient pour rien. Donc cette question de la pertinence, elle va animer une partie de l'effort de recherche. L'adhésion, voire le confort, si on peut, du patient, c'est un enjeu que vous connaissez très bien, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire les temps de procédure, réduire leur invasivité, de façon à faciliter la prise en charge. Je sépare la partie adhésion de la partie accès. On a mentionné hier cet enjeu des patients qu'on n'arrive pas à faire entrer dans les machines d'imagerie, par exemple, ou qui sont trop gros pour qu'on arrive à faire une écho. Voilà, tout cet enjeu d'accès aux soins, on a des limitations d'indication. Il s'agit de travailler dessus pour les réduire au maximum. Et puis, l'enjeu, je dirais, qui est de plus en plus significatif, des conditions de travail des personnels de santé qui passent beaucoup de temps sur des tâches automatisables et qu'on va s'efforcer d'aider dans leur pratique. On va commencer par quelques images que moi je trouve assez fascinantes. Mais, donc, on part de la partie thérapie. Donc les thérapies, il y a plusieurs lignes thérapeutiques, vous le savez. Là, je pars un petit peu de la fin, c'est-à-dire quand vraiment on ne sait plus trop quoi faire. Les embolisations et radioembolisations. Donc, c'est des photos d'appareils de radiologie interventionnelle et de médecine nucléaire. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à venir boucher des artères qui alimentent des tumeurs. Là, on est vraiment sur la partie cancéro. Donc, parmi les progrès qui sont en train d'être mis dans les mains des radiologues interventionnels, cet enjeu de comment je détecte la tumeur étant résolue, on va chercher à la viser, à aller la priver d'oxygène, à la priver de sang, d'apport sanguin énergétique. Et pour ça, il y a besoin de guider. C'est très délicat puisque c'est des opérations endovasculaires, on passe par les vaisseaux sanguins et on va aller boucher les petites artères qui alimentent la tumeur. Et pour ça, il y a donc toute une partie de guidage. Alors je vais peut-être reculer un petit coup si j'y arrive pour vous remontrer la vidéo. Bon, j'y arrive pas. Il y a tout un enjeu de guider la procédure et d'apporter des images de haute qualité, non seulement les images, mais aussi des visualisations, de façon à ce que le geste d'introduction qui se fait par un cathéter permette au radiologue d'intervenir au bon endroit, au radiologue interventionnel, d'intervenir au bon endroit pendant la procédure. Ça, c'est un premier élément d'aide. Donc là, c'est pendant une procédure lourde, compliquée, où on va venir boucher une artère qui alimente une tumeur. Voilà. Et dans le même type d'intervention, il y a évidemment, le patient il respire, et quand on fait une acquisition d'images pendant que le patient respire, il y a potentiellement du bouger. Donc on met au point aussi des techniques qui permettent d'éviter l'impact des bougées. On ne va pas empêcher le patient de respirer, mais on va le corriger, et de façon à aller mieux voir, vous voyez des flous de bougées ici, qui empêche une intervention de bien se dérouler. À côté de ça, vous avez en médecine nucléaire, par exemple, quand on veut aller faire une radiothérapie interne vectorisée, il s'agit d'aller
brûler une tumeur avec un élément radioactif, ici de l'yttrium. On va injecter donc ce produit. Il s'agit d'aller voir ce qu'il fait, d'aller mesurer quelle est la dose qu'on va mettre à la lésion. Et en fait, c'est pareil, le patient respire. Et si on ne corrige pas les mouvements respiratoires, on n'arrive pas bien à quantifier l'impact de produits radioactifs qu'on va mettre pour aller brûler la tumeur, et on ne va pas forcément bien réaliser le soin. Donc il y a des techniques qui permettent de corriger ces mouvements respiratoires de façon à améliorer la dosimétrie sur les radiothérapies internes vectorisées. Alors là, je vais parler d'une autre... Là, on va passer dans le diagnostic. Ce que je montre ici, c'est des innovations sur les acquisitions d'images et la qualité d'image en fonction du temps. Vous savez peut-être, quand on passe du temps dans l'usine IRM, ça prend beaucoup de temps, c'est pas très agréable. Donc il y a une stratégie qui consiste à réduire la durée de ces examens. Ça améliore la capacité des établissements de prendre en charge les patients pour l'imagerie, et en même temps on produit des images de meilleure qualité. Donc il y a tout un travail sur les protocoles d'acquisition. On fait des protocoles plus resserrés, plus riches, et puis tout un travail sur les reconstructions d'images à base d'intelligence artificielle qui vont améliorer la qualité et l'interprétabilité des images sans allonger les temps d'examen, qui était traditionnellement la seule façon de faire, et les rendre plus robustes donc à tout ce qui peut se passer en marge de l'examen, et bien sûr libérer du temps pour les patients. Et ça, je dirais, les images que je montre là, animées, c'est de l'IRM. Côté scanner, on va avoir un travail comparable qui va plutôt être orienté vers la réduction des doses, donc amélioration de la qualité d'image et réduction des doses à base de reconstruction en deep learning. Et puis aussi, il y a un travail sur les détecteurs avec des détecteurs spectraux qui va permettre aussi là d'aller chercher d'autres informations et de produire d'autres informations utiles au diagnostic, notamment en application sur la graisse hépatique, que je n'ai pas représenté ici, mais qui est un des biomarqueurs importants pour l'évaluation de la NASH, par exemple. Il y a aussi tout un travail sur la planification des interventions, la représentation des futures interventions qui est utile après en interventionnel. On a un petit peu fait le tour de ce qui était, je dirais, corps radiologie. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en ultrason. Donc ça, c'est des choses. C'est la partie fibrose. Donc là, on est sur les techniques de classification de lésions. Là, l'enjeu ici, ça va être d'aller réduire les biopsies, de prendre des décisions de biopsie qui soient mieux informées. Donc, on a des biomarqueurs qui permettent d'aller chercher la mesure de fibrose, qui sont aujourd'hui assez quantitatives, qui commencent à être bien quantitatives et bien maîtrisées, de façon à prendre les bonnes décisions au bon moment. Je vais avancer parce que j'ai encore plein de choses à raconter. Toujours en diagnostic ultrason, d'autres mesures permettent aussi d'aller chercher la caractérisation de la stéatose. Donc là, il s'agit de rendre possible un suivi longitudinal de la maladie en allant observer la façon dont se propage l'onde et la réponse du foie à l'atténuation. J'ai présenté quelques techniques, je dirais un peu standards, qui sont connues, mais qui commencent à être mieux quantifiées avec une meilleure utilisation des informations existantes. La deuxième partie de la présentation va être plutôt orientée sur les opportunités d'efficacité qu'amènent ces données numériques. On extrait des données numériques et on va les injecter dans des outils qui permettent d'avoir des prises de décision mieux informées. Donc ça, c'est
vous avez peut-être déjà entendu parler de cette médecine 5P, parfois on en met encore plus, mais les étapes ici dont on va chercher à assurer l'efficacité, c'est ce qui est décrit ici, avec en particulier prendre la maladie plus tôt, mieux la caractériser et personnaliser le soin. Donc c'est ce qu'on appelle la médecine 5P. Et on va je dirais, voir ensemble, dans la suite de cette présentation, comment on peut mettre ça en œuvre. Donc l'enjeu, à partir de là, ça va être d'aller chercher des techniques qui vont accélérer l'interprétation, qui vont permettre un suivi quantitatif du suivi et notamment prédire les succès. On va aussi aller chercher des occasions d'aller faire de la détection automatique. Mais les données qu'on manipule, là, sont des données complexes et très sensibles. Donc, il y a beaucoup d'encadrement de leur utilisation. Ces données, nous, on n'y accède pas directement. Donc, si on veut faire de l'intelligence artificielle, il va falloir qu'on mette en œuvre des politiques de travail et qu'on rentre dans un système de travail sur ces données qui soit compatible avec la législation, avec la protection des patients. Donc, un des enjeux de ces travaux sur l'intelligence artificielle, c'est les processus de développement et de validation, et aussi à quelles applications on va les appliquer, on va les dédier, parce qu'on va rentrer assez rapidement dans une médecine de niche avec des applications très spécialisées. Donc là, l'illustration que j'ai prise, par exemple, c'est des travaux en cours. Il s'agit d'une segmentation dite de Quinault du foie, où on va... Donc ça, c'est une lecture, si vous voulez, pour les radiologues, qui va leur permettre de voir l'état du foie de façon un peu standardisée avec des grilles de décision. Et cette segmentation standard, elle rentre dans un schéma, si vous voulez, de standardisation du soin et de prise en charge un peu systématique qui allège le travail du radiologue parce qu'on lui présente les informations d'une façon qui est plus facile à interpréter. Un exemple, je dirais, d'interprétation automatique aussi des images. J'ai oublié de préciser que ce que j'ai présenté juste avant, c'est une interprétation complètement automatisée d'une image de radiologie. Donc, ici, sur cet exemple, on est sur aussi une interprétation automatique des images. Donc, il s'agit ici d'images IRM. Dans laquelle on vient chercher automatiquement des lésions. Alors, les protocoles d'acquisition sur le foie sont assez compliqués. Hein. En IRM, on a plusieurs séquences, on a plusieurs images, une séquence temporelle. Le foie, c'est un organe qui est assez grand, donc avec beaucoup de volume à regarder. Et donc, la détection automatique de lésions par un automate visuel apporte pas mal d'informations au radiologue, pour autant qu'on arrive à démontrer son efficacité, sa performance. Donc ça, c'est un premier niveau d'automatisation de la lecture, d'apporter, d'aller chercher vraiment les lésions et de démontrer leur efficacité. Et donc là, vous voyez, on était plutôt sur une partie diagnostique. Une des idées qu'on est en train de développer, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle dans la prévention. Donc, on part là, on va commencer à partir d'imagerie qui est faite pour d'autres indications. On va pas forcément le patient ne va pas forcément pour son foie, mais du moment que la région abdominale est imagée, on va se demander si est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aller chercher des informations sur le foie à titre préventif. Donc évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait sans le consentement du patient,
parce que s'il n'est pas intéressé, il a le droit. Enfin, on ne va pas aller commencer à lui chercher des maladies s'il n'a pas envie. Donc il y a un recueil de consentement qui est indispensable. Mais on a la capacité d'aller explorer d'éventuels dysfonctionnements de façon automatique, de façon à mettre en œuvre de la prévention, du dépistage, donc sous la supervision du professionnel de santé et avec des outils d'intelligence artificielle. Donc ça fait partie de choses qu'on explore et pour lesquelles on cherche des cofinancements aussi en recherche. Donc là, on est vraiment dans la recherche, je le précise tout de même. On n'est pas du tout dans le produit. Voilà, au-delà d'aller chercher des informations, je dirais, purement d'imagerie, il y a un autre enjeu. Alors là, c'est un de nos partenaires de recherche, MedExprime, qui travaille, lui, sur les jumeaux numériques. L'enjeu ici, j'ai parlé beaucoup d'imagerie parce que c'est essentiellement ce qu'on produit, mais l'enjeu, c'est aussi d'associer des informations de nature différente, en particulier d'aller chercher des informations ici génétiques, anapath, biologie, etc. Donc on change d'échelle là. On est sur tout à fait autre chose. On est sur des informations multifactorielles et on va aller chercher différentes réponses. Il y a plein d'enjeux derrière. Déjà, comment on rassemble ces données? C'est pas complètement évident que les différents acteurs producteurs de la donnée soient enclins à partager leurs données, à les mettre en commun. Et c'est pas du tout évident que d'un point de vue statistique, on arrive à des résultats. Toutefois, il y a beaucoup de travaux orientés vers ça pour avoir des inférences entre des données d'entrée et des choix thérapeutiques derrière, de façon à générer un soin plus complet. Mais au regard de la discussion qu'on a eue juste avant sur les tests très simples qui peuvent être mis en œuvre, tests sanguins, etc., vous vous rendez compte qu'on n'est pas du tout à la même échelle de quantité de données ou de qualité de données qu'il faut amener pour ces prises en charge. Dans cette partie innovation en méthodologique en recherche, il y a un autre enjeu qui est assez crucial. C'est la vie du patient, et sa perspective. C'est quelque chose que nous, industriels, on n'est pas très fort habituellement à faire, mais ça fait vraiment partie de la nouvelle approche d'aller auprès du patient, comprendre avec le patient en tant qu'expert dans la R&D. Donc il y a dans les nouveaux projets, à ce titre, les programmes de cofinancement public sont tout de même super bien fait, il faut reconnaître, parce qu'il nous pousse à adopter ce genre d'écoute, ce genre de perspective. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas juste les médecins, on va aller aussi écouter les patients, on va écouter ce qu'ils ont à nous raconter, comment ils vivent leur maladie. Et voilà, donc ça fait partie des nouvelles approches méthodologiques sur les approches. Et à ce titre, donc, le lien avec les associations de patients aussi nous paraît essentiel pour trouver notre place sur ces terrains assez exploratoires. C'est complètement exploratoire. Bien sûr, les équipements progressent, mais c'est leur mise en œuvre aujourd'hui dans le soin qui, je dirais, peut faire l'objet d'une révolution grâce à l'IA, bien sûr, mais aussi, parce que l'IA, elle doit apprendre sur des données, grâce aux patients, grâce à leur prise en main de ces outils, à leur acceptation aussi de ces outils, et ceci auprès de tous les patients. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des patients CSP+, pour ce genre de projet. On a besoin de représentativité de l'ensemble des panels de données. Et l'objectif, in fine, c'est améliorer la qualité du soin tout en libérant du temps de soins, du temps des professionnels de santé, et d'améliorer l'échange entre le patient et le soignant. Je vous remercie.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup, Henri, pour votre intervention. Oui, merci, Génia. Je vais essayer de parler correctement dans le micro. Je regarde à distance. Oui, bonjour, Thomas Laurenceau, SOS Hépatite. Merci pour cette intervention, c'était vraiment super intéressant. Et une des questions que je me pose par rapport à votre conclusion, on veut améliorer la qualité de l'imagerie, mais nous, on a un problème d'accessibilité aussi. Et en quoi vos travaux vont dans ce sens aussi? C'est-à-dire, on a vu ce matin, par exemple, c'est vachement bien le fibroscan, mais il n'y en a pas assez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vos recherches peuvent apporter justement pour aussi non seulement gagner en précision, en personnalisation, mais en capacité de grande diffusion, qui est un des gros problèmes qui se posent à nous? Question difficile sans doute. Je ne vais pas botter en touche. Je ne suis pas un expert du foie du tout. J'aurais tendance à dire que peut-être ce qui pourrait aider à ça, c'est cette vision holistique de la maladie, où on construit les jeux de données qui vont bien pour pouvoir faire de la recherche sur ces sujets-là. C'est un peu cette approche-ci. On va aller chercher à constituer les jeux de données qui permettent de créer les corrélations. C'est une approche un peu de techno, hein, je suis désolé. Là, je vais faire un peu de technocrate, mais je suis complètement ouvert à la contradiction, ne vous en faites pas. Mais un moyen technique de répondre à cet enjeu-là, c'est la recherche. C'est-à-dire, de quelles informations j'ai besoin pour tirer quelles conclusions? Au milieu, aujourd'hui, j'ai des outils pour créer les datasets qui vont aider à répondre à ces questions. Donc, je n'ai pas de réponse immédiate à cette question-là, mais on a les outils techniques, la technologie et la science pour avancer dans cette direction. Ça passe aussi par la participation des patients et leur bonne information pour ces outils-là. Parce qu'il y a derrière, évidemment, la réponse un peu technocratique que je viens de vous faire, si vous la faites directement à un patient, je ne suis pas sûr qu'elle passe très bien. D'accord ? Donc il y a ce dialogue avec les associations de patients qui peut nous permettre, et vous permettre en fait, de créer cet outil. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour favoriser ce dialogue. Je vous remercie infiniment de l'invitation, je découvre plein de choses. Je travaille dans la recherche, mais je ne connais pas votre langage, je ne sais pas parler à un patient, donc il faut qu'on bosse ensemble pour arriver à construire. Il faut le construire en fait. Cette médecine de précision, il faut qu'on la construise. On peut faire plein de choses déjà, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais il faut la construire. Oui, Jean-Pierre Bonlecki, merci. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant pour un gain de temps pour les professionnels de santé, parce que c'est ça le problème. Il y a le problème d'accessibilité, c'est évident. Je vais donner un exemple. Je suis hépato-gastro-entérologue, donc parmi les examens complémentaires qu'on fait, il y a la vidéocapsule, où on va rechercher des lésions au niveau de l'intestin grêle qui saignent. Ça prend un temps fou pour le médecin qui doit lire toutes les images. Et actuellement, on a des modules d'intelligence artificielle qui permettent un gain de temps énorme et avec finalement des performances excellentes. Si j'en reviens au foie, nous, l'enjeu actuellement, c'est que on a des patients pour lesquels on a une cirrhose du foie, donc on fait de la surveillance. Parfois, on fait une IRM parce que l'examen avec l'échographie n'est pas performante. Et toute la problématique de ça, c'est que quand on fait des IRM, on retrouve des nodules qui sont ce qu'on appelle des nodules atypiques, hypervasculaires, mais qui n'ont pas les caractéristiques de cancer. Et du coup, on se retrouve, on enclenche un processus de surveillance qui ne sera plus basé sur l'échographie, mais sur l'IRM, et ça engendre des coûts. Et donc là, la question, c'est est-ce que, à votre connaissance, on a avancé sur l'aide par l'IA, justement pour déterminer, mieux analyser ces nodules hypervasculaires et faire un gain de temps pour le radiologue, parce qu'il est submergé par les demandes. Alors, il y a peut-être deux questions. Donc, vous cherchez votre question, c'est sur l'identification de ces nodules, donc automatisation d'une part, et d'autre part le suivi. D'accord. Donc, j'imagine c'est à base d'IRM
D'accord. Donc, pas à ma connaissance. Par contre, ça fait partie, effectivement, donc, cette idée de suivre dans le temps des lésions, ça fait clairement partie des innovations, je dirais, de workflow qui sont en travaux. Je dirais, il y a la partie identification de ces lésions et leur suivi longitudinal qui font partie des enjeux d'amélioration des outils pour, encore une fois, faciliter le travail du radiologue voilà, et lui amener des outils robustes. Et cet enjeu de robustesse, il est important parce que quand vous suivez des nodules dans le temps, ces nodules, si vous ne savez pas bien les repérer, vous savez peut-être les trouver, mais les connecter dans le temps, ça c'est beaucoup plus difficile. Donc là-dessus, il y a des travaux. Pascal Mélin, j'avais une question. Pour reprendre une expression, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. C'est-à-dire que comment nous, une association de patients, on peut aider à faire en sorte que ce progrès soit le plus partagé possible. Comme le disait Thomas Laurenceau, l'accessibilité, c'est un problème. Tout à l'heure, monsieur Naon, on nous reparlera du cancer du foie, mais c'est vraiment quelque chose qui, en termes de dépistage et de prise en charge, on est sur une hétérogénéité sur le territoire dans le repérage du cancer et des prises en charge qui est vraiment impressionnante. On voit des malades qui nous appellent et qui disent dans les contrôles échographiques ou les scanners qu'ils ont eu, la petite phrase qui tue, c'est sous réserve, j'ai pas bien vu le foie droit parce qu'il y avait des gaz, etc. Donc c'est toutes des choses comme ça où aujourd'hui on a l'impression d'être limité et les patients n'ont pas eux l'expertise. C'est-à-dire qu'ils ont vu. Ils ont fait leur examen radio tous les 6 mois, comme on leur a demandé. Qui a l'expertise sur la qualité ? Comment on peut imaginer, à un moment, Jean-Pierre le disait tout à l'heure, d'améliorer dans les rapports avec la radio, mais est-ce qu'il faut imaginer des labels de qualité ? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles on pourrait nous réclamer ça et vous aider, nous aider les uns les autres ensemble ? Est-ce que vous croyez que c'est une des pistes ? Alors, la standardisation, certainement, est une piste. Après, le point que vous soulevez, je pense qu'il est plus... Je veux pas faire politique, hein, mais à mon avis, il y a un enjeu auprès des sociétés savantes, mais pas juste français. C'est-à-dire que c'est un enjeu mondial. Ces pathologies, elles sont présentes partout dans le monde. En tant qu'industriel, adapter le produit à des guidelines, excusez-moi de l'anglicisme, qui soient purement locales, ça peut être un petit peu délicat à aller vendre à nos marketeurs. Donc je pense que s'il y a un travail à faire de standardisation, mais là vous parlez de problèmes qui sont des problèmes de qualité des informations, donc de protocolisation, de nettoyage des informations, de robustesse des algorithmes. Il y a tout ça derrière. Donc il y en a une partie qui est, je dirais, chez nous. Il y en a une partie qui est chez le praticien parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il faut aller vite, etc. Donc on est, je dirais, à cheval entre la robustesse du dispositif, l'information patient aussi. Je pense qu'il y a une partie d'information patient sur laquelle on peut travailler, mais je dirais que c'est un travail au moins à 3 avec les spécialistes et un travail bien sûr des sociétés savantes pour je dirais structurer cette partie-là. Donc, encore une fois, là je parle plutôt de l'imagerie parce que c'est ce que je connais, mais ce que je comprends aussi des autres présentations, c'est qu'il y a tout un travail sur d'autres données pour structurer je dirais pour structurer l'acquisition de connaissances sur un cas qui a été montré, je dirais précédemment, par des arbres de décision. Ces arbres de décision, la qualité des données n'est pas toujours qualifiée, en fait. Et c'est ces enjeux un peu difficiles de qualité des données, de mise sous contrôle des données qui sont, voilà, qui prennent du temps, qui peuvent prendre du temps. Donc comment est-ce que nous, on robustifie les informations qu'on produit ? Ça, c'est un vrai enjeu pour les industriels. Après, comment on le vend, c'est pas évident non plus. Hein. Dire que mon information est plus robuste que celle du copain, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Merci Henri. Nous Merci n'avons beaucoup. plus de questions en salle ni à distance. Il est 10h04. Nous sommes plutôt bien par rapport au timing. Je vous propose une petite pause et nous reprenons à 10h20.